Bonjour à tous. Je sais pas si le micro marche. Bon, d'abord, je remercie les organisateurs de m'avoir invité à participer à ce congrès. Je remercie particulièrement Mohsin Raouf. C'est toujours un plaisir de revenir au Maroc. Donc, je suis marocain d'origine. Donc, je travaille au CHU de Montpellier, dans l'équipe du professeur Samir Jaber, pour ceux qui le connaissent. Donc, je vais essayer en 10 minutes de vous présenter les différents problèmes que rencontre l'anesthésiste et qui sont aussi importants à dépister par le chirurgien quand il voit pour la première fois le patient. Donc en tout cas en France, il y a aujourd'hui une personne sur deux est concernée par un surpoids. Alors, je ne sais pas les chiffres au Maroc, mais en tout cas en France, il y a 16% des patients obèses. Ça touche essentiellement les hommes plus que les femmes. Donc, il y a 56% de surpoids chez les hommes contre 40% chez les femmes. Et donc, en France, la chirurgie bariatrique augmente tous les ans. En 2015, on a réalisé 47 500 interventions bariatriques. Et vous voyez les chiffres de Montpellier, où tous les ans on augmente. En 2015, on a fait presque 500 patients dans notre centre. Et c'est toujours un plaisir, même si on peut critiquer la méthodologie du point. Et donc, le centre de Montpellier a été classé centre numéro 1 en France sur le classement du point. Alors, la chirurgie bariatrique, vous avez vu, c'est en augmentation. Les obèses, ils ont un facteur de risque de cancer. Donc, vous allez être amené à opérer, de faire de la chirurgie carcinologique chez des patients obèses. Donc, un patient obèse peut aussi avoir une cholécystite, une péritonite, une appendicite. Et souvent, ces malades, ils sont souvent exclus des études. Alors, l'obèse est une anesthésie à risque. Donc ça, c'est bien sûr demander l'autorisation de ce patient pour mettre sa photo. Donc il a 23 ans, il a un BMI à 85. Donc quels sont les risques? Alors il y a 3 risques essentiels: les risques respiratoires, cardiovasculaires, métaboliques et thromboemboliques. On va voir ensemble ces différents risques. Alors les risques respiratoires, donc chez le patient obèse, il y a une diminution des volumes pulmonaires avec une diminution de la CRF. Vous voyez, plus le BMI augmente, plus les volumes pulmonaires baissent. Et donc, ceci va s'accompagner d'atélectasie et d'hypoxie. Et l'oxygénation, elle suit la même courbe. Plus le BMI va augmenter, plus on a des patients qui vont être hypoxiques. Donc, le patient obèse est un patient qui est hypoxique parce qu'il a des atélectasies, il a cette diminution de volume respiratoire. Donc, c'est important parce que quand on va les induire en anesthésie, donc ces malades sont déjà hypoxiques avant de les endormir. C'est des patients qui sont à la fois difficiles à ventiler et difficiles à intuber. Donc là, je vous montre juste 2 études, mais il y a beaucoup d'études qui montrent les difficultés qu'on rencontre pour à la fois les ventiler au masque et les intuber. Donc ils ont souvent un risque d'inhalation au moment d'induction. Le reflux gastro-œsophagien est fréquent. Ces malades sont souvent diabétiques, donc ils ont de la gastroparésie. Et puis, s'ils ont déjà eu une chirurgie bariatrique, que vous allez les réopérer, ils ont un risque encore plus accru de faire du reflux. Donc ça, c'est un travail qu'on a fait dans notre service. Donc on a, que ça soit en réanimation ou au bloc opératoire, donc on a montré qu'il y avait plus d'intubation difficile chez le patient obèse que chez le patient non obèse. Idem pour l'hypoxie, ils sont beaucoup plus hypoxiques quand on les intube que les patients qui ne sont pas obèses. Alors l'obésité va s'accompagner aussi d'un risque de 6 fois de syndrome d'apnée du sommeil. Et donc ça, et ce risque va augmenter jusqu'à 30 fois chez le patient qui a une obésité morbide. Donc quand vous voyez ces malades en consultation, c'est quelque chose que vous devez rechercher. Alors c'est facile. Donc souvent le conjoint il rapporte, il dit bah, mon mari il ronfle toute la nuit, ils ont des troubles d'humeur, ils sont irritables. Et donc il y a un score facile à faire, le score Stop Bong. Et donc quand ce score est supérieur ou égal à 3, donc ça oriente vers un syndrome d'apnée du sommeil.
et il faut faire des examens complémentaires, on verra plus loin lesquels. Donc le syndrome d'apnée du sommeil, pourquoi il faut le rechercher? Parce que souvent il est associé à des comorbidités, à la fois vasculaires, avec ces patients qui vont faire un infarctus ou qui sont hypertendus. Ils font plus facilement des AVC, ils ont souvent des accidents parce qu'ils s'endorment en route. Et donc l'espérance de vie d'un patient qui a un SAS qui n'est pas traité est de 58 ans versus 78 ans quand ils n'ont pas de SAS. Et donc quand vous les dépistez, ces patients, il faut savoir que ça va retarder la chirurgie parce qu'il faut les prendre en charge. Il faut leur proposer une ventilation nocturne et s'assurer qu'il faut au moins 4 heures la nuit avant d'autoriser la chirurgie parce que ça augmente la morbidité quand le SAS n'est pas appareillé, qu'il n'est pas traité post-opératoire. Donc le SAS va s'accompagner aussi de facteurs de risque d'intubation difficile. Quand on a un SAS, dans cette analyse multivariée dans notre série, donc ça augmente le risque d'intubation. Donc pour résumer le risque respiratoire, donc c'est des malades qui sont difficiles à ventiler, difficiles à intuber, qui arrivent déjà hypoxiques, qui ont un risque d'inhalation pendant l'intubation et qui ont souvent un syndrome d'apnée du sommeil qu'il faut dépister et rechercher et traiter avant la chirurgie. Alors les risques cardiovasculaires, donc souvent c'est des malades qui sont hypertendus, ils peuvent avoir des troubles de rythme, donc la cardiomyopathie de l'obèse, on n'a pas le temps pour la détailler, puis ils sont souvent coronariens avec un risque de mort subite quand on les endort. Donc il ne faut pas hésiter chez des patients qui ont une obésité morbide de les envoyer chez le cardiologue pour dépister, à la fois pour voir s'ils n'ont pas de comorbidité cardiovasculaire avant de se lancer dans une chirurgie bariatrique. Au niveau métabolique, ben, ils ont une augmentation de la masse grasse. Il faut savoir que les obèses, c'est des gens qui sont musclés parce qu'il faut porter le gras qu'on a sur soi. Et donc, quand on les opère et qu'ils restent au lit, ils vont perdre beaucoup, beaucoup de muscles. Et donc, c'est pour ça qu'il faut rapidement les lever. Et le fait d'avoir cette augmentation de la masse grasse, il y a la pharmacologie qui est modifiée avec un relargage des drogues anesthésiques. Mais ça, c'est les anesthésistes le connaissent. Donc, il faut raisonner quand on a un patient obèse. Vous avez vu ce patient tout à l'heure de 200 kilos. Donc, quand on veut mettre des antibiotiques ou même pour les drogues anesthésiques, il faut se baser souvent sur le poids idéal. Donc, vous avez des formules faciles. Et aujourd'hui, avec les smartphones, il y a comme Medcalc, vous rentrez le poids à la taille, ça vous donne le BMI et le poids idéal ajusté. Alors, au niveau thromboembolique, il faut savoir qu'en chirurgie bariatrique, ce qui tue les malades quand on les opère, hein, quand on fait de la chirurgie bariatrique, c'est l'embolie pulmonaire. Donc, le surpoids est le seul facteur de risque indépendant de la survenue d'embolie pulmonaire. Dans cette série de 3861 patients sur 24 ans, il y a eu 33 embolies pulmonaires, dont 9 décès. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc en considération pré-anesthésie? Donc ça, c'est le docteur Dejean qui est chef de clinique chez nous, qui a un projet universitaire qui travaille beaucoup sur l'obèse. Donc je remets sur cette photo. Et donc, quelles sont les implications? Donc, il y a les implications cardiovasculaires, on en a parlé. Donc, il faut les envoyer chez le cardiologue pour les évaluer avant de les opérer. Les implications respiratoires, donc il faut savoir qu'ils ont ils n'ont pas de réserve d'oxygène, ils consomment beaucoup plus d'oxygène, et puis ils sont difficiles à intuber et ventiler. Et puis souvent, on est amené à faire des inductions à séquence rapide parce qu'il y a un risque d'inhalation. Et l'obèse, il a 10 fois plus de risque d'allergie à la cellulocurine. Donc il y a un curare qu'on va utiliser quand on veut faire de l'intubation à séquence rapide. On a eu il y a 3 ans un patient qui a fait un choc anaphylactique pour chirurgie bariatrique. Il a gardé des séquelles neurologiques et ne s'est jamais réveillé. Donc, il faut savoir que c'est un risque, et un risque important d'arrêt cardiaque hypoxique pendant l'induction. Alors, est-ce qu'il faut demander des examens complémentaires en plus de la consultation chez les cardiologues? Quand on a fait le stop bang et qu'on a dépisté un certain nombre d'apnées du sommeil, il faut l'envoyer chez le pneumologue pour faire une polysomnographie pour confirmer le diagnostic de SAS et l'appareiller avant les chirurgies. Il faut 2 à 4 semaines avant de les opérer et s'assurer que le malade fait bien 4 heures de ventilation avant de les endormir. Alors, la prévention thromboembolique, elle doit être systématique. C'est-à-dire qu'on voyait les malades en consultation de chirurgie pour une chirurgie bariatrique, il faut leur prescrire des bas de contention avec
Vous voyez, ce patient, la cuisse, la grosse cuisse qu'il a, il faut qu'il ait des bas de contention adaptés. Et puis, en péropératoire, donc les malades, ils arrivent au bloc avec la compression intermittente, avec le moteur. Avant, il arrive de la chambre au bloc opératoire avec la compression intermittente qui est utilisé en pré-op et en post-op. Et puis, il faut les lever le plus tôt possible, les patients. Et puis, l'anticoagulation, donc ils ont anticoagulation par HBPM la veille, pas le matin. Et puis, le soir d'intervention, en respectant un délai de 4 à 6 heures après la fin de l'intervention. Alors, en péropératoire, donc vous avez vu que donc pour les oxygéner les malades, quand on est obèse, on a un temps quand on a, ça c'est le BMI, on a un temps d'époxy qui est beaucoup plus court quand on est obèse par rapport aux patients qui non obèses. Donc les recommandations, ce qu'on recommande, c'est de ne pas les oxygéner au masque, mais plutôt avec de la ventilation non invasive, avec une pression expiratoire et qui doit être de 5 cm d'eau et une aide inspiratoire de 8 cm d'eau. Donc, bon, ça, c'est un patient qu'on est en train de réoxygéner. Et jamais les préoxygénés allongés, toujours en position proclive. L'intubation, elle est difficile, donc il faut avoir du matériel d'intubation difficile au bloc opératoire à proximité, pas de l'autre côté, pas de l'autre bout du couloir. Là, on fait il faut qu'il soit dans la salle. Et donc, vous voyez, là, en utilisant un vidéolaryngoscope, ben, le score Cormac qui prédit le score d'intubation difficile est diminué quand on utilise le vidéolaryngoscope. Donc, en tout cas, dans mon service, donc chaque fois qu'on endort un obèse, le vidéolaryngoscope, il est à côté. Donc, on ne l'utilise pas en première intention, on utilise la lame de Macintosh normale, et puis on prend le vidéolaryngoscope si besoin. Alors, pour la ventilation, donc là, vous voyez, c'est deux patientes qui ont la même taille. Il y en a une qui pèse 132 kg, 47 kg. Donc ça, c'est des images qu'on a fait à l'hôpital où je travaille, au scanner. La volumétrie, ils ont le même volume pulmonaire. Donc quand on les ventile, il faut les ventiler sur le poids idéal théorique. Donc je vais montrer tout à l'heure comment le calculer. Donc 6 millilitres kilo. Toujours, on ventile des malades avec une pression expiratoire positive de 10 cm d'eau pour recruter, éviter que le poumon reste atélectasié. En post-opératoire, alors où est-ce qu'il faut les mettre ces malades? Bon, chez nous, on est organisé, toutes les malades qui sont opérés de chirurgie bariatrique, qui vont aux soins continus, aux soins intensifs, ils passent 24 heures et ça se passe bien, ils quittent le service. Les patients super obèses, qui ont un BMI supérieur à 50, ils vont en réanimation. Quand ils ont un appareillage de SAS, donc les malades, ils l'ont la veille, avant l'anesthésie, ils l'ont en salle de réveil, et puis il va le suivre aux soins continus, et donc leur appareil de SAS ne les quitte pas. Bon, la douleur, c'est on utilise du paracétamol, de l'acupon, des anti-inflammatoires. Il faut penser à infiltrer les orifices de trocar avec de la ropivécaïne, et puis une prévention de vomissement, et éviter, c'est des malades qui sont souvent hypertendus, et il faut prescrire du Loxène pour éviter qu'ils montent trop leur tension, pour éviter de saigner en post-opératoire. Et bien sûr, en post-opératoire, vous connaissez tous ces signes d'alarme. Nous, dès que le malade est tachycarde, dès qu'il a une tachycardie plus de 100 par minute, il est repris au bloc opératoire. C'est vraiment un signe important à rechercher en post-opératoire de chirurgie bariatrique. Si le malade commence à tachycardie, il faut s'inquiéter d'une complication chirurgicale. Et souvent, on les amène au bloc opératoire rien qu'avec le critère de tachycardie. Il faut faire attention chez les malades qui sont sous bêta-bloquants pour une hypertension artérielle. Ils ne vont pas s'accélérer, bien sûr, à la fièvre, la douleur abdominale. Mais c'est des malades qui sont très, très difficiles à examiner. Vous avez un malade qui pèse 250 kg, il n'a pas la défense. Hein, donc c'est vraiment un signe important, la tachycardie. Souvent, ça survient avant la fièvre. Donc, dans notre centre, le lendemain, ils ont une CRP, le matin, une numération. S'ils n'ont pas de douleur, etc., donc ils quittent les soins continus pour aller en chambre. Alors, je conclus. Donc, j'ai résumé sur 3 tableaux les différents risques, ce qu'il faut faire. Hein. Donc, les risques respiratoires, donc la ventilation au masque, il est difficile. Quand on peut faire de la loco-régionale, si on fait une prothèse de genou, il faut éviter de les endormir. L'intubation est difficile, donc c'est souvent des séquences rapides avec le vidéolaryngoscope dans la chambre. Il faut éviter les atélectasies paires au post-opératoire. Donc, c'est des malades qui arrivent déjà hypoxiques par des atélectasies en mettant de la pression expiratoire positive et faisant
des manœuvres de recrutement préopératoire. La VNI en post-opératoire, c'est la ventilation non invasive en prophylactique, de ne pas attendre qu'ils décompensent pour les ventiler, notamment pour les super obèses. Il faut les mobiliser précocement et puis avoir des kinés dans le service et de faire de la kinésithérapie active. Donc le patient qui a le syndrome d'apnée du sommeil, il a son appareil avant, en salle de réveil et après. Pour tout ce qui est cardiovasculaire, donc souvent c'est des malades qui sont difficiles à piquer. Donc il ne faut pas hésiter à leur mettre, si vraiment on doit les opérer, mettre une voie veineuse centrale sous échographie, parce qu'ils ont des repères anatomiques qui sont souvent difficiles. Le monitorage, quand on peut pas, des fois on n'arrive pas à leur mettre le brassard, nous on n'hésite pas à leur mettre une pression artérielle sanglante. Et puis les patients qui ont des cardiopathies, qui ont une hypertension artérielle pulmonaire, on fait de l'ETO péropératoire, on va jusqu'au cathétérisme cardiaque droit pour les monitorer. Pour les répercussions cardio-pulmonaires du remplissage vasculaire, restriction hydrique, et puis on évite de trop les remplir. La position en neuropathie, il faut avoir du matériel adéquat. Il faut, chaque fois qu'on mobilise le patient sur table, vérifier les puits d'appoint après la mobilisation. Et puis, il faut avoir une équipe qui soit bien formée à prendre en charge ces malades. Les agents anesthésiques, bon, ça c'est du domaine de l'anesthésie. Le plombopéritoine, quand on a des répercussions cardiopulmonaires, il faut éviter de monter la pression intrapéritonéale au-delà de 15 mm de mercure. Et puis, éviter de trop les remplir parce qu'on peut décompenser la fonction rénale. Et je conclurai par le risque thromboembolique qui tue les malades en post-opératoire immédiat. Donc il faut des bas de contention, la compression intermittente pour tous les patients qui vont au bloc en post-op, anticoagulation prophylactique, c'est 2 fois par jour, des HPBM la veille, le soir de l'intervention en respectant les 4 à 6 heures de la fin de l'intervention, et puis surtout la mobilisation précoce. Tous les malades opérés dans notre service, le matin, ils sont assis au fauteuil, et donc les mobiliser précocement. Je vous remercie.